Notre invitée politique ce matin, c'est donc Mathilde Panot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, députée du Val-de-Marne, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. Stéphane qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence par la Guadeloupe puisque Jean Castex a pris la parole hier à l'issue de la réunion avec les élus de Guadeloupe, réunion en visio évidemment pour Jean Castex. Les manifestations se multiplient sur l'île, parfois violentes, une violence condamnée avec la plus extrême fermeté. C'est ce qu'a dit hier le Premier ministre. Il appelle au calme et il annonce la création d'une instance de dialogue. Est-ce que pour vous, les réponses du gouvernement sont les bonnes ? Alors, je crois qu'elles sont insuffisantes, mais d'abord, peut-être dire un mot sur ce qui se passe en Guadeloupe, qui est, à mon avis, assez terrible. Et c'est terrible, d'ailleurs, que le gouvernement réagisse maintenant seulement, alors que cela fait 4 mois que 30 organisations syndicales, notamment, manifestent tous les samedis, ont écrit des lettres, ont alerté. Il y a eu des alertes de nombreux élus de Guadeloupe sur la situation en Guadeloupe, mais d'ailleurs en Martinique aussi, qui est assez similaire sur cette question-là. Et on n'a pas écouté la population guadeloupéenne. On n'a pas écouté les difficultés qu'il y avait, notamment sur la question de la vaccination obligatoire des soignants, notamment sur le pass sanitaire. Qui est assez élevé, juste en Guadeloupe, la vaccination obligatoire des soignants. Oui, mais qui est un des points de revendication très importants de la population. Et je crois qu'on n'a pas assez pris en compte le fait que, notamment, la Guadeloupe, mais les Antilles en général, ont vécu le scandale du chlordécone, que ce scandale du chlordécone a fortement entaché la confiance dans la parole publique et empoisonne encore les corps, les eaux, les sols, pour encore au moins 600 ans. Et je crois que le gouvernement a eu tort de vouloir décider tout seul, de vouloir passer en force sur des questions. Et je crois que ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique actuellement est la preuve qu'une politique autoritaire de santé ne fonctionne pas. Nous avons besoin d'adhésion aux politiques sanitaires. Vous dites qu'il a fallu attendre que les manifestations dégénèrent, puisque c'est le cas depuis maintenant une semaine, pour que le gouvernement apporte des réponses, c'est ça? Bien sûr, et c'est ce que disent d'ailleurs les syndicats, c'est ce que je regrette énormément. Nous, ça fait des mois qu'on est en train de dire au gouvernement, et notamment au président de la République, qu'il n'est pas possible de tout décider à partir d'un conseil de défense. On ne sait même pas exactement qui est couvert par le secret défense, sans démocratie sanitaire. Vous avez vu qu'à l'Assemblée nationale, nous avons voté, enfin pas nous, mais ils nous ont fait voter le fait que pendant 8 mois et demi, ce qui est du jamais vu, ils ont les pleins pouvoirs sanitaires sans revenir devant l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une grave erreur que de se passer de démocratie lorsque l'on est dans une crise sanitaire. Et ce qui se passe en Guadeloupe est actuellement la conséquence de l'impasse dans laquelle la Macronie nous a menés. Mais est-ce qu'il n'y a forcément pas d'écoute? Regardez en Martinique, par exemple, où là aussi, il y a un appel à la grève générale et là aussi, il y a des manifestations contre la vaccination obligatoire des soignants. Le gouvernement a décalé cette vaccination obligatoire au 31 décembre prochain. Oui, c'est ça. Est-ce que quand même il y a une écoute de la part du gouvernement? Non, il y a eu un rapport de force. Qu'est-ce qui s'est passé en Martinique pour qu'il décale? Il s'est passé que l'intersyndicale des soignants s'est mis en mouvement, rejoint par l'intersyndicale du port, rejoint par les agents EDF, rejoint par les taxis, etc., etc. Donc en fait, ce gouvernement n'écoute que quand il y a un rapport de force. Et c'est ça qui est problématique. C'est qu'il y a des raisons objectives, il y a une légitimité dans les revendications qui sont portées par la population antillaise en ce moment. Et donc, ce n'est pas possible d'ignorer ça, ce n'est pas possible de ne pas avoir de dialogue, y compris que ça soit avec tout le monde, que ça soit les élus qui interpellent, les citoyens, les syndicats, tout le monde a été ignoré, eh bien on arrive dans cette situation absolument terrible qu'on voit actuellement. Est-ce qu'il n'y a que des revendications sanitaires? Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses derrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Au fond du problème. Oui, bien sûr, parce que je crois que c'est une crise beaucoup plus profonde et vous avez raison de le souligner et merci de me laisser en parler. Parce que, en fait, finalement, ce qui se passe... en Guadeloupe, il y a quelques semaines. Il y a quelques mois, plutôt, pour une commission d'enquête parlementaire sur la question de l'eau. Que demandent les Guadeloupéens aujourd'hui? Le droit d'avoir une vie digne. Ça fait des mois qu'avec les 30 députés de la commission d'enquête parlementaire, de tout banc, nous demandons à ce que le plan Orsec eau potable soit déclenché. Qu'est-ce que c'est le plan Orsec eau potable? C'est un dispositif qu'on utilise normalement lorsqu'il y a une catastrophe du type une tempête qui a détruit les réseaux d'eau ou je ne sais quoi, et qui permet de distribuer des bouteilles d'eau en plastique aux personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau. En Guadeloupe, aujourd'hui, donc en France en 2021, vous avez des enfants guadeloupéens qui ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Vous avez des familles, des mamans avec des enfants qui restent une journée, une semaine,
2 semaines, 3 semaines sans aucun accès à l'eau. Vous avez des parents qui se lèvent à 3 heures du matin pour essayer d'avoir le maigre filet d'eau, pour essayer de remplir des bidons pour en avoir. C'est une situation catastrophique. Et vous le savez, le premier des gestes barrières, c'est de se laver les mains. Et donc, dans une période de crise sanitaire, bon déjà, c'est une question de dignité fondamentale, mais dans une période de crise sanitaire, c'est criminel de refuser que de déclencher ce plan Orsec eau potable. Nous l'avons proposé, je ne sais pas, peut-être 10 fois à l'Assemblée nationale, sous toutes les formes possibles, et le rapporteur qui était avec moi, et M. Servat, qui est de La République En Marche, qui est par ailleurs président de la commission pour les élus ultramarins, donc qui a une certaine position dans La République En Marche, eh bien ce gouvernement a systématiquement ignoré cela. Eh bien je crois que la première des choses... Qu'est-ce qu'ils vous disent, le gouvernement ? Moi je vais vous dire, j'ai compris le motif, c'est que ça coûte cher. C'est que ça coûte cher parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là en Guadeloupe. On est dans cette situation-là parce que lorsque vous prélevez de l'eau en Guadeloupe, 70% de l'eau prélevée part en fuite. C'est un gaspillage d'eau énorme qui se retrouve sur la facture des usagers, bien évidemment, puisqu'elle est quand même potabilisée. Donc vous avez des familles avec 5 000, 6 000 euros de factures qui se retrouvent avec des factures absolument exorbitantes. Et donc il faut investir... C'est ce qu'on a vu dans la commission d'enquête, entre 1 et 2 milliards dans les réseaux d'eau et d'assainissement. Parce que les réseaux d'assainissement sont aussi dans un état catastrophique, ce qui pose un problème de santé. Et donc, ce 1 milliard à 2 milliards, il faut commencer évidemment les travaux d'urgence, mais ça va prendre un peu de temps à rétablir ces réseaux d'eau. Et donc, en fait, finalement, j'ai compris la dernière fois, puisque c'est un des ministres qui me l'a dit, qui me disait « mais ça va prendre des années ». Eh bien oui, si ça prend des années, il faut distribuer de l'eau pendant des années. Et je crois que on ne peut pas, sur une question de dignité aussi essentielle, avoir l'argent en tête. C'est vraiment, c'est ignoble. Qui vous a dit ça au gouvernement? Je ne sais même plus lequel des ministres m'a répondu sur cette question-là. Je vais réfléchir et je vais vous retrouver ça. Mais en tout cas, c'était la réponse du ministre qui était au banc à ce moment-là. Mais il y a la question de l'eau, il y a la question de la vie chère. Là, on le sait, vous vous rendez compte, Guadeloupe, chez les jeunes, c'est 60% de chômage. Vous avez un taux de pauvreté qui est 2 fois plus élevé en Guadeloupe que ce que nous avons en Hexagone. Et finalement, qu'est-ce qui s'exprime là en ce moment en Guadeloupe? C'est aussi des jeunes qui n'ont aucune perspective. Et qui demandent juste à ce qu'on les traite avec dignité, avec respect, et qui nous sommes des Français de Guadeloupe, et donc nous voulons qu'en tant que tels, nous soyons considérés et non pas méprisés. Et du coup, envoyer des unités du RAID et du GIGN, c'est pour la désescalade, c'est pas forcément, c'est pas forcément la bonne réponse. Mais vous avez tout à fait raison. Ce qu'il faut, c'est de la désescalade. Vous imaginez le message qui est envoyé à la population guadeloupéenne lorsqu'on envoie des unités spécialisées à la fois contre le grand banditisme et contre le terrorisme. Ça veut dire qu'on considère que finalement le problème, c'est la population. On traite la population comme une unité. Mais on essaye de ne pas arriver à cette situation-là, déjà d'abord. Est-ce qu'on va rétablir l'ordre? Non, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors déjà, je le dis, à la fois c'est ressenti comme extrêmement violent, cet envoi du RAID et du GIGN. Je vais commencer par ça. Et ça montre qu'on a un gouvernement qui ne connaît que la répression comme réponse aux crises qui sont amenées. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est mené dans l'impasse comme ça? Eh bien d'abord, on discute. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que, eh bien, on répond aux revendications qui sont portées. Donc oui, il faut arrêter avec ce qu'on parle sur l'obligation vaccinale, parce que l'OMS dit il faut convaincre plutôt que contraindre. Il y a une raison, c'est ce qu'on voit en ce moment. Oui, il faut arrêter avec le pass sanitaire qui donne une illusion de sécurité. Oui, il faut absolument redonner des moyens à l'hôpital public dans des endroits où l'hôpital est complètement exsangue, à tel point qu'un professeur qui avait été aidé en Guadeloupe a dit qu'il parlait de maltraitance sanitaire en parlant de la Guadeloupe. Donc il faut agir sur des questions des revendications. C'est ça qui va permettre de calmer la colère qui est légitime aujourd'hui en Guadeloupe. Mathilde Panot, la 5e vague qui touche donc tout le pays. Est-ce qu'il faut généraliser rapidement la 3e dose pour tout le monde? Ça, c'est aux médecins de le dire. En tout cas, moi, je suis complètement contre qu'on lie cette 3e dose au pass sanitaire. Je crois que le pass sanitaire donne une illusion de sécurité. D'ailleurs, on le voit bien avec ce qui s'est passé avec M. Castex. Et surtout, et ça, c'est très important, on est en train de se priver de l'outil. A priori, il a été contaminé par sa fille. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que le vaccin, certes, protège contre les formes graves, permet d'être moins contaminé, mais le vaccin n'empêche pas
de contaminer ou d'être contaminant. Et donc, la question, c'est... Le gouvernement n'a jamais dit le contraire. Oui, non, mais la question, du coup, c'est que M. Castex le sait lui-même mieux que personne maintenant, tout en lui souhaitant un bon rétablissement. C'est pas du tout ça la question. Je ne souhaite à personne d'avoir le Covid dans notre pays. Mais la question, c'est qu'il faut rétablir immédiatement la gratuité des tests. Parce que si vous ne remettez pas les tests, vous ne pouvez pas détecter qui est malade ou pas dans notre pays. Et le problème, c'est que ce gouvernement a tout mis autour du pass sanitaire et ne met rien sur la question de la prévention. Ça fait des mois qu'on demande à ce qu'il y ait des purificateurs d'air, par exemple, dans les classes. Ça fait des mois qu'on demande à ce qu'on organise des sociétés de roulement. Ça fait des mois qu'on demande à ce qu'on lève les brevets sur la question des vaccins. Et moi, je vous alerte là-dessus. Nous sommes dans une épidémie mondiale. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, s'il y a 3e dose dans notre pays, s'il y a une 3e dose, ça veut dire que ça sera des doses en moins pour les pays pauvres qui ont déjà beaucoup de mal à accéder aux vaccins. Donc, il faut absolument lever les brevets sur les vaccins parce que sinon, nous ne sortirons jamais de cette crise sanitaire, en plus d'un manque de solidarité évident avec les populations, notamment du Sud. Vous venez d'évoquer la gratuité des tests. Vous pensez que le fait que les tests ne soient plus remboursés systématiquement en France fait qu'on a une sous-évaluation de l'état de santé sanitaire du pays ? Moi, je crois que lorsque vous devez payer, par exemple, 40 € pour faire un test et que vous êtes dans une situation difficile, comme le sont 10 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays, 5e pays plus riche au monde, eh bien oui, je crois que l'argent peut être un frein au fait de se tester et que nous n'avons aucun intérêt à ce que des gens n'aillent pas se tester et vérifier s'ils ont ou non le Covid et donc potentiellement contaminent d'autres gens. Donc la gratuité des tests est un outil essentiel pour lutter contre l'épidémie. Nous devons absolument remettre cette gratuité. Et les tests qui restent quand même gratuits pour les personnes vaccinées, pour les personnes avec ordonnance. Hein. Oui. Oui, on peut le remettre pour tout le monde, c'est ce qu'on faisait avant et donc c'est absolument ça qu'il faut remettre dans notre pays. On va parler de ce qui s'est passé hier du côté d'Amiens, puisqu'Emmanuel Macron a donc terminé sa tournée du côté des Hauts-de-France à Amiens, sa ville natale, et on a entendu votre collègue François Ruffin qualifier Emmanuel Macron de Père Noël en campagne. Vous partagez ces mots, vous les reprenez ? Oui, je crois qu'en ce moment, donc on a un président de la République qui est effectivement candidat. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'on va décompter son temps de parole, quand est-ce qu'on va mettre certains des frais sur ses comptes de campagne, et qui passe son temps en ce moment à promettre des chèques en bois par-ci par-là. Bon, je vais donner un exemple très concret. Par exemple, il va à Marseille. Il annonce qu'il va mettre 2 milliards sur la table, notamment sur les questions des écoles, des transports. Quand vous regardez la réalité de ces 2 milliards, vous avez 6 millions qui vont effectivement aux écoles du budget de l'État. Vous avez 32 millions qui vont au transport, donc ça fait 38 millions. On est extrêmement loin des 2 milliards. Et qu'est-ce que c'est le reste de l'argent ? Eh bien, c'est des prêts que la ville de Marseille va devoir rembourser. Et sur beaucoup des annonces qui sont faites, on retrouve ce type d'annonces de communication qui sont faites où on distribue les chèques en bois comme ça. Donc oui, je trouve que Père Noël en campagne est une bonne expression. Et je crois qu'il est plus que temps de tourner la page de ce quinquennat d'Emmanuel Macron qui a été catastrophique sur beaucoup des aspects. Il va annoncer des aides dans les Hauts-de-France, par exemple, pour les établissements de santé, pour le ferroviaire. Est-ce que ça, vous pouvez lui reprocher ? Mais oui, mais écoutez, là, on est à 4 ans et demi de mandat. Si on prend la question de la santé, Emmanuel Macron, c'est celui qui a été responsable de la fermeture de 14 000 lits d'hospitalisation complète, dont 5 700 lits d'hospitalisation complète en 2020, donc en pleine pandémie. C'est celui qui a demandé 4 milliards d'économies à l'hôpital public. C'est celui qui a enlevé 14 milliards à la sécurité sociale depuis le début de son quinquennat. Enfin, à un moment... C'est aussi celui qui a fait le Ségur, qui a revalorisé le salaire qui est complètement insuffisant et qui fait que les soignants aujourd'hui sont toujours en deçà de la moyenne, en dessous de la moyenne des mais toujours mieux des que rémunérations. Du quinquennat, par exemple. Enfin oui, non mais bon, à un moment, vous vous rendez compte, on a supprimé 100 000 lits dans notre pays en 20 ans. Donc la pente à remonter, la marche, elle est quand même extrêmement haute. Et donc je crois qu'il faut acter que la santé est un bien commun et qu'il faut arrêter avec les politiques austéritaires qui ont été faites et menées depuis des années, bien sûr qui n'ont pas été menées que par M. Emmanuel Macron, qui ont été menées dans les quinquennats précédents aussi. Mais je crois que les réponses qui sont apportées ne sont pas à la hauteur. Et donc il peut faire une campagne
campagne comme cela. La réalité, c'est que M. Macron, lorsque des gens étaient en grève de la faim, comme c'était le cas à Saint-Étienne-du-Rouvray, ou à des moments où les soignants manifestaient, eh bien, il les a ignorés, 2, il les a gazés et matraqués. Donc, je pense que la communication, ça suffit. Si je vous entends bien, vous lui reprochez aussi un problème de timing, c'est-à-dire qu'on est trop proche de l'élection présidentielle. C'est plus le moment de faire ce type d'annonce pour vous, c'est ça? En fait, j'ai l'impression, moi, que Emmanuel Macron considère un peu que l'élection présidentielle est une formalité administrative. Donc, on nous fait la stratégie France 2030. On nous fait pendant 8 mois et demi donc des pleins pouvoirs à l'exécutif sur les questions sanitaires, donc qui dépassent même la question de la présidentielle et des législatives pour aller jusqu'au 31 juillet. Et je pense qu'il serait bien de rappeler à M. Emmanuel Macron qu'il a été président pendant 4 ans et demi, et donc on ne peut pas faire exactement le contraire ou dire exactement le contraire de ce qu'on a mené comme politique pendant 4 ans et demi, c'est-à-dire tout pour les riches et des miettes pour les autres. Et la deuxième des choses, c'est qu'il y a une élection présidentielle et que cette élection présidentielle, elle se joue sur des femmes et des hommes qui vont se déplacer le 10 et le 24 avril, et que c'est uniquement eux qui, ce jour-là, puisqu'il y a une souveraineté du peuple dans notre pays, qui décideront qui sera le ou la prochaine présidente de la République. Et moi, j'espère bien que ça sera Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Et justement, on va en parler. Combien vous avez de parrainage aujourd'hui? Alors, on a à peu près 300, peut-être 350, je ne suis pas au courant des derniers chiffres parrainage. Vous êtes inquiète? Vous pensez atteindre les 500? On ne fanfaronne pas sur cette question-là, je vais vous dire. Pourquoi? Parce que c'est compliqué? Nous le prenons très au sérieux, oui. Pourquoi? En 2017, il y avait déjà 2/3 des maires qui n'avaient parrainé personne. Et là, on observe que de plus en plus de maires ne souhaitent pas parrainer de candidats, ce qui pose un grave problème démocratique. Et c'est pourquoi nous avions proposé dès le début de la candidature de Jean-Luc Mélenchon d'avoir 150 000 parrainages citoyens qui puissent permettre à quelqu'un eh bien, de se présenter, ce que Jean-Luc Mélenchon a eu en 48 heures l'année dernière. Donc, de moins en moins de maires veulent parrainer, notamment parce qu'ils ont des pressions. Ils expliquent que lorsqu'ils ont des subventions du département, de la région, cela les met dans des situations compliquées. Et puis la deuxième des choses, c'est que souvent, on confond le parrainage, qui est la possibilité démocratique que des Français et des Françaises puissent choisir différents programmes et différentes options démocratiques avec un soutien. Nous le redisons aux maires. Nous ne demandons pas aux maires à qui revient cette tâche qu'ils n'ont pas forcément demandé. Nous ne demandons pas aux maires de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ce que nous demandons aux maires, c'est de permettre à Jean-Luc Mélenchon, qui avait récolté 7 millions de voix la dernière fois avec notre programme L'Avenir en commun, d'être candidat. Est-ce que c'est le fait que tous les parrainages sont rendus publics aujourd'hui des maires, tous les parrainages des maires sont rendus publics désormais? Est-ce que c'est ça qui pose problème par rapport à ce qui se faisait avant? Je pense que ça contribue aussi au problème, mais je crois que le problème, il est plus profond que ça, et c'est pourquoi nous demandons aussi les 150 000 parrainages citoyens, parce qu'on ne peut pas seulement laisser les élus parrainés. Je crois qu'il est important d'avoir cette possibilité démocratique aussi. Pour le financement de la campagne, vous avez des problèmes là aussi ou pas? Oui, enfin, on l'a dit. Les banques ne prêtent pas. Par ailleurs, nous n'avons pas des grands milliardaires qui nous soutiennent, mais nous avons la chance d'avoir des millions de gens qui... préciser pourquoi les banques ne prêtent pas? Parce qu'on serait très bien que Jean-Luc Mélenchon, il fera plus de 5%. Et donc, il n'y aura pas de problème de remboursement de ces frais de campagne. Écoutez, ça, c'est notamment... C'est quoi la raison profonde? Il y a eu des propositions qui ont été faites sur la question des financements de campagne, sur lequel tout le monde s'accorde. Il y avait une audition il n'y a pas si longtemps que ça à l'Assemblée nationale sur cette question-là, avec les trésoriers des différents mouvements et partis politiques. Tous s'accordaient à dire qu'il y avait un problème, y compris du côté de La République En Marche, donc y compris du côté de la majorité présidentielle. Donc, tant qu'on ne changera pas ces règles-là, eh bien finalement... J'entends bien, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi, quand le banquier je ne sais pas pourquoi. Il vous dit non. Comment il justifie? Ça, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas pourquoi il refuse de prêter, mais en tout cas, c'est un problème démocratique qu'un candidat qui est un candidat important dans la présidentielle doive eh bien financer sa campagne seulement par les dons des centaines de milliers de soutiens que nous avons, même si évidemment c'est comme ça que nous le ferons et que nous menons campagne et que nous allons continuer à mener campagne sur cette question-là. Donc on va se débrouiller, mais ça pose quand même un problème démocratique qui va au-delà de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et que je crois qu'il faudrait regarder de près. Jean-Luc Mélenchon qui a prévu de tenir un meeting le 5 décembre prochain, un grand meeting de campagne. C'est le jour qu'a choisi également Éric Zemmour pour faire son premier lancement de campagne, puisqu'a priori il sera déclaré candidat d'ici là. Et c'est le lendemain de la primaire des Républicains. Vous n'êtes pas sympa avec les journalistes en fait. Ça va nous faire un gros week-end. C'est un problème pour vous, Éric Zemmour?
Bien sûr, c'est un problème. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, notamment, a fait un débat avec lui, parce que je crois qu'on ne peut pas laisser quelqu'un à l'extrême droite aussi décomplexé, qui appelle à la haine des gens les uns contre les autres, sans aucun contradicteur, sans aucune personne qui redit qu'il existe une autre France que celle que propose Monsieur Zemmour. Et je crois qu'on a bien fait. À l'heure actuelle, Marine Le Pen plus Éric Zemmour, ça fait plus d'un tiers de l'électorat. Alors, vous avez Ouest France qui est là, donc qui va vous... Non, mais qui a fait quelque chose de courageux sur la question des sondages. Non, mais ce que nous demandons sur les sondages depuis longtemps, et qui est un point quand même très important, c'est que, bon, déjà, les sondages ne font pas une élection, ça c'est la première des choses. Ça, on est d'accord, mais... La deuxième des choses, c'est que... Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils ne représentent pas un électorat aujourd'hui en France? Bien sûr que si, ils représentent un électorat, mais pas aussi important que ce que vous dites. Pourquoi? Parce que ce que nous demandons aux instituts de sondage depuis maintenant des mois, c'est qu'on indique les taux de participation sur les sondages. Or, qu'est-ce qui se passe avec beaucoup des instituts de sondage dans notre pays? Ils vous demandent de 0 à 10. À quel point êtes-vous prêt à aller voter? Vous répondez 10, vous êtes sûr d'aller voter. Vous répondez 0, vous êtes sûr de ne pas aller voter. Eh bien, souvent, même si vous répondez 7, 8, 9, bon, je pense que j'irai, mais je suis pas sûre, eh bien, vous n'êtes pas comptabilisé dedans. Donc en fait, il y a un biais extrêmement fort avec ces sondages-là. Et non, l'extrême droite n'est pas aussi forte dans notre pays. Oui, le peuple français n'a pas envie de s'entre-haïr, a envie qu'on augmente les salaires, a envie qu'on change de constitution pour redéfinir ensemble les règles du jeu, qu'on fasse la bifurcation écologique et solidaire. Et c'est ce que nous faisons avec notre stratégie de l'Union populaire. Et ce sera le mot de la fin. Et vous viendrez nous en parler d'ici le premier tour de la présidentielle. Merci Mathilde Panot d'avoir été notre invitée.